En l'an 1305, sous un soleil impitoyable qui brûlait depuis des mois, les rues d'une ville européenne s'étiraient comme des fours à ciel ouvert. La poussière s'élevait des pavés fendillés, s'accrochant aux gorges desséchées. Les fontaines publiques, autrefois jaillissantes, ne livraient plus que quelques filets d'eau brune. Dans les puits des quartiers, on descendait les seaux de plus en plus profonds, pour ne remonter parfois que de la boue. Les habitants se pressaient au point d'eau survivant, le visage marqué par l'inquiétude et la soif. Les plantes des jardins pendaient, flétries. Les branches des arbres craquaient sous la sécheresse. Et dans l'air chaud flottait une question muette. Combien de temps pourrions-nous tenir encore? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les habitants du Moyen Âge ont affronté l'une des pires sécheresses de leur histoire, celle qui frappa l'Europe entre 1302 et 1307. Nous explorerons les systèmes complexes d'approvisionnement en eau qu'ils avaient construits, les stratégies ingénieuses qu'ils déployèrent lorsque ces systèmes commencèrent à faillir, et les tensions sociales qui émergèrent quand les puits se tarirent. Vous comprendrez comment les villes médiévales géraient l'eau au quotidien, quelles professions critiques assuraient sa distribution, et comment les gens ordinaires, paysans, artisans, porteurs d'eau, organisaient leur survie face à la chaleur écrasante et aux ressources qui s'amenuisaient. Nous verrons également les réponses spirituelles et civiques que les communautés mobilisèrent, et nous découvrirons ce que cette crise lointaine nous enseigne sur la résilience humaine face aux catastrophes climatiques. La question centrale qui nous guidera est celle-ci. Comment survit-on à une canicule médiévale quand les niveaux d'eau dans les puits s'effondrent? La réponse nous plongera dans un monde où l'eau, cette ressource que nous tenons souvent pour acquise, devenait l'obsession quotidienne de chacun. Un monde où les connaissances ancestrales, l'ingéniosité technique et la solidarité communautaire furent mises à l'épreuve d'une manière que nous, vivant à l'ère moderne, pouvons à peine imaginer. Préparez-vous à un voyage dans le passé qui illuminera non seulement l'histoire médiévale, mais aussi notre propre relation avec les ressources naturelles et les défis climatiques. Ce que vous découvrirez dans les moments qui suivent pourrait bien changer votre vision du Moyen Âge et de notre propre époque. L'Europe du début du 14e siècle traversait une période climatique particulièrement instable. Depuis plusieurs générations, le continent avait connu ce que les historiens appellent aujourd'hui la période chaude médiévale, une époque s'étendant approximativement de 800 à 1250 de notre ère, durant laquelle les températures moyennes dépassaient de 1 à 2 degrés Celsius celles du début du 20e siècle. Les preuves de cette douceur climatique abondent dans les sources historiques. Récoltes précoces mentionnées dans les chroniques françaises, vignobles prospérant en Angleterre plus au nord que jamais auparavant, carottes glaciaires prélevées au Groenland révélant des températures plus clémentes. Or, voilà qu'au tournant du 14e siècle, cette stabilité relative commençait à se fissurer. L'Europe entamait une transition vers ce que nous connaissons désormais comme le petit âge glaciaire, une période de refroidissement qui allait marquer les siècles suivants. Mais cette transition ne se fit pas en douceur. Au contraire, elle s'accompagna d'oscillations climatiques brutales, d'extrêmes violents qui balançaient les populations entre sécheresses dévastatrices et déluges catastrophiques. Et c'est précisément entre 1302 et 1307 que survint l'une des sécheresses les plus remarquables de tout le Moyen Âge européen. Les recherches climatiques contemporaines, s'appuyant sur l'analyse des cernes d'arbres, des sédiments lacustres et des chroniques régionales, ont reconstitué l'ampleur extraordinaire de cet événement. La première phase frappa le bassin méditerranéen avec une intensité stupéfiante. De 1302 à 1304,
une sécheresse multisaisonnière s'installa, privant la région de pluie pendant près de 2 années consécutives. Imaginez un instant les conséquences. Les rivières se réduisant à des filets, les sources tarissant, les réservoirs antiques vidés jusqu'au fond. Puis, à partir de 1304 et jusqu'en 1307, ce fut au tour des régions situées au nord des Alpes d'endurer une succession d'étés torrides et secs. Cette sécheresse n'était pas confinée à une province ou même à un royaume, elle s'étendait à des dimensions transcontinentales, touchant aussi bien l'Europe occidentale que le Moyen-Orient. Les chroniqueurs égyptiens notèrent que le Nil, ce fleuve nourricier dont les crues rythmaient la vie agricole depuis des millénaires, atteignit des niveaux exceptionnellement bas, signe que le phénomène dépassait largement les frontières européennes. La cause météorologique de cette catastrophe résidait dans un système de haute pression stable et puissant qui s'établit au-dessus de l'Europe centrale pendant ces années critiques. Ce blocage atmosphérique créa ce que les scientifiques appellent aujourd'hui un effet de balançoire des précipitations. Tandis que certaines zones recevaient une sécheresse implacable, d'autres, à des moments différents, subissaient des pluies torrentielles. Le plus fascinant, c'est que les climatologues ont identifié des parallèles frappants entre cette configuration de 1303 à 1307 et la grande sécheresse européenne de 2018. 2 événements séparés par plus de 7 siècles, mais gouvernés par des dynamiques atmosphériques similaires. Cette découverte nous rappelle que les mécanismes climatiques qui frappent nos sociétés modernes ne sont pas entièrement nouveaux. Ils ont des précédents historiques dont nous pouvons tirer des leçons précieuses. Les conséquences immédiates de cette sécheresse furent dévastatrices et visibles. Le 10 juin 1304, dans la ville de Florence, un incendie d'une ampleur catastrophique ravagea plus de 1700 maisons. Ce n'était pas un accident isolé. Les chroniques médiévales utilisaient précisément les incendies urbains comme indicateurs des périodes de sécheresse extrême. Pourquoi? Parce que les villes médiévales, construites principalement en bois, en torchis sur des ossatures de bois, avec des toits de chaume dans les zones rurales, devenaient de véritables poudrières lorsque des mois sans pluie desséchaient chaque poutre, chaque planche, chaque brin de paille. Les rues étroites et les maisons serrées les unes contre les autres créaient des couloirs où le feu, une fois déclenché, bondissait d'un bâtiment à l'autre avec une rapidité terrifiante. Et lorsque les puits s'asséchaient, lorsque les fontaines ne coulaient plus, comment combattre les flammes? L'eau, cette ressource indispensable à la lutte contre l'incendie, manquait cruellement. Florence ne fut pas un cas unique. Partout en Europe, les chroniqueurs rapportèrent des conflagrations urbaines durant ces années sombres. Ce qui rend cette sécheresse encore plus significative dans la perspective historique, c'est qu'elle précéda immédiatement un autre désastre climatique majeur. La Grande Famine de 1315 à 1321. Après les années torrides et sèches, l'Europe bascula brutalement dans une phase humide et froide pendant les années 1310. Les pluies incessantes de 1315 noyèrent les récoltes, la boue envahit les champs. Et les populations, déjà fragilisées par les difficultés précédentes, affrontèrent des années de disette généralisée. Ainsi, la sécheresse de 1302 à 1307 apparaît comme le prélude d'une période de bouleversement climatique qui allait remodeler profondément la société européenne du XIVe siècle. Regardons de plus près comment cette crise hydrique se manifestait au quotidien
dans les villes et les villages. Mais comment les villes médiévales obtenaient-elles leur eau en temps normal? Pour comprendre la gravité de la crise causée par la sécheresse, nous devons d'abord examiner les systèmes sophistiqués que les communautés médiévales avaient développés au fil des siècles. L'approvisionnement en eau d'une cité médiévale n'était pas une affaire simple laissée au hasard. Au contraire, il représentait l'une des entreprises d'ingénierie les plus ambitieuses et coûteuses qu'une municipalité pouvait entreprendre. Les investissements financiers consacrés aux infrastructures hydrauliques rivalisaient souvent avec ceux dédiés aux fortifications ou aux cathédrales, preuve que les autorités urbaines comprenaient parfaitement que la survie même de leur cité dépendait d'un accès fiable à l'eau. Les habitants des villes médiévales puisaient leur eau dans 3 sources principales, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. La première et la plus accessible consistait en les rivières et les cours d'eau qui serpentaient à travers ou à proximité des agglomérations. Les fleuves majestueux comme la Seine à Paris, la Tamise à Londres ou l'Arno à Florence fournissaient des volumes considérables d'eau facilement accessibles. Les habitants n'avaient qu'à descendre sur les berges avec leurs seaux pour se servir. Cependant, cette facilité d'accès avait un prix considérable: la pollution. Ces mêmes rivières servaient de déversoir pour tous les déchets urbains imaginables. Les latrines publiques étaient souvent construites directement au-dessus des cours d'eau, permettant aux excréments de tomber directement dans le courant. Les tanneurs, dont le métier exigeait le trempage des peaux dans des bains de chaux et d'autres produits chimiques nauséabonds, évacuaient leurs eaux usées dans les rivières. Les bouchers y jetaient les entrailles et le sang des animaux abattus. Les foulons, qui traitaient les tissus, y déversaient leurs résidus. Résultat, l'eau des rivières, bien que abondante, était souvent trouble, malodorante et potentiellement dangereuse pour la santé. La deuxième source d'approvisionnement, considérée comme nettement supérieure, provenait des aqueducs alimentés par des sources. Ce système requérait une configuration géographique particulière. Des sources naturelles situées à une altitude plus élevée que la ville elle-même, permettant à l'eau de s'écouler par gravité à travers des conduits jusqu'aux fontaines publiques. Les villes disposant de tels systèmes bénéficiaient d'une eau généralement plus propre, car les sources souterraines subissaient une filtration naturelle à travers les couches de terre et de roches. Les grandes cités d'Europe du Nord, comme Londres, Paris et Bruges, entreprirent au XIIIe et XIVe siècle la construction de réseaux de conduits sophistiqués acheminant l'eau depuis des sources situées parfois à plusieurs kilomètres de distance. Ces projets d'ingénierie exigeaient des investissements monumentaux, des calculs précis pour maintenir la pente nécessaire à l'écoulement gravitaire, et un entretien constant pour prévenir les obstructions et les fuites. La troisième source consistait en les puits creusés pour atteindre les nappes phréatiques souterraines. Ces puits représentaient une solution locale, permettant aux quartiers, aux couvents ou même aux familles aisées de disposer de leur propre approvisionnement. Creuser un puits au Moyen Âge constituait une entreprise laborieuse et dangereuse. Les ouvriers descendaient dans la terre armés de pioches, de pelles et de seaux attachés à des cordes. Mètre par mètre, ils excavaient manuellement, remontant la terre et les pierres à la surface. Plus on creusait profond, plus les risques augmentaient. Éboulement potentiel des parois, manque d'oxygène au fond du puits, accumulation de gaz dangereux. Pour prévenir les effondrements, les constructeurs tapissaient les parois de bois, de pierre, de briques ou de mortier, créant une structure cylindrique solide. La profondeur variait considérablement selon la localisation de la nappe phréatique. Dans les zones favorables, quelques mètres suffisaient pour atteindre l'eau. Ailleurs, il fallait creuser beaucoup plus profond.
La plupart des puits urbains restaient relativement peu profonds, exploitant les nappes les plus accessibles. Certains puits de châteaux, cependant, atteignaient des profondeurs extraordinaires. Des exemples de 96 à 196 mètres ont été documentés dans certaines forteresses, véritables prouesses techniques considérant les moyens manuels disponibles. Un puits profond représentait non seulement un investissement financier majeur, mais aussi un symbole de statut et de sécurité, garantissant un approvisionnement même en cas de siège prolongé. Au XIIIe et XIVe siècle, certaines villes italiennes développèrent des systèmes hydrauliques d'une complexité remarquable qui intégraient toutes ces sources. Pérouse et Sienne en offrent des exemples particulièrement impressionnants. Ces cités construisirent des réseaux combinant puits, citernes pour la collecte des eaux de pluie, fontaines publiques monumentales, canaux de distribution et aqueducs acheminant l'eau depuis les collines environnantes. Ces infrastructures nécessitaient une planification urbaine sophistiquée, une coordination entre différentes autorités, conseils municipaux, riches marchands et établissements monastiques, et un investissement continu de ressources substantielles. L'eau n'était pas simplement puisée et distribuée au hasard. Elle faisait l'objet d'une gestion minutieuse visant à maximiser l'accès tout en préservant la qualité. Les fontaines publiques occupaient une place centrale dans cette infrastructure urbaine, tant sur le plan fonctionnel que symbolique. À partir du XIIIe siècle et tout au long du XIVe, les villes européennes connurent un véritable essor dans la construction de fontaines monumentales. Prenez l'exemple de Sienne. En 1346, l'eau atteignit enfin la Piazza del Campo, acheminée depuis des sources en altitude par un réseau souterrain de tunnels appelé Bottini qui s'étendait sur plus de 25 kilomètres. L'arrivée de cette eau, exploitant la gravité pour l'écoulement, provoqua une joie exubérante dans la cité, d'où le nom de Fonte Gaia, la fontaine de la joie, qui marquerait ce lieu. L'eau jaillissait dans des bassins où les habitants pouvaient remplir leurs récipients, accessibles à tous gratuitement. Ces fontaines étaient bien plus que de simples points d'eau. Elles incarnaient la prospérité civique, la générosité des gouvernants envers le peuple et la maîtrise technique de la communauté. Contrairement aux puits privés réservés aux privilégiés, les fontaines publiques offraient un accès gratuit à tous les citoyens, du plus riche marchand au plus humble porteur d'eau. Elles servaient également de lieu de socialisation, où les gens se rencontraient, échangeaient des nouvelles et accomplissaient ensemble les tâches quotidiennes liées à l'eau. Enfin, les citernes pour la collecte des eaux de pluie complétaient ce système complexe. Cette technologie, héritée de l'âge du bronze et perfectionnée par les Romains, fut adaptée aux besoins médiévaux. Les citernes captaient l'eau ruisselant des toits et des surfaces pavées, la stockant dans des réservoirs souterrains ou des bassins pour une utilisation ultérieure. En temps normal, elles fournissaient un complément utile aux autres sources. Durant les sécheresses, elles devenaient critiques, jusqu'à ce qu'elles aussi se vident, faute de pluie pour les remplir. La capacité de stockage d'une citerne bien conçue pouvait faire la différence entre le confort et la privation pour une maisonnée ou un monastère durant les mois secs de l'été. Mais que se passait-il quand ces systèmes élaborés, fruits de siècles d'expérience et d'investissement, commençaient à faillir face à une sécheresse prolongée? Tournons-nous maintenant vers les années 1304 à 1307, lorsque le soleil impitoyable transforma l'ingéniosité humaine en impuissance tragique.
La crise se manifestait d'abord par des signes subtils mais inquiétants. Dans les quartiers dotés de puits, les habitants remarquaient que les seaux devaient être descendus plus profondément qu'auparavant pour atteindre la surface de l'eau. Ce qui nécessitait autrefois 10 mètres de corde en exigeait désormais 15, puis 20. Les enfants et les personnes âgées, autrefois capables de puiser leur propre eau, peinaient à remonter les seaux depuis ces nouvelles profondeurs. Certains puits, particulièrement les plus anciens et les moins profonds qui avaient fidèlement servi pendant des générations, touchèrent le fond sec. Quand on y descendait que le seau, il ne remontait qu'avec de la boue épaisse, inutilisable même pour laver les vêtements ou arroser les quelques plantes survivantes. Regardons de plus près comment cette réalité transformait la vie quotidienne. Les fontaines publiques, ces joyaux de l'orgueil civique qui avaient autrefois craché leurs jets cristallins dans les places centrales, ralentirent progressivement. Le débit vigoureux se réduisit à un filet hésitant, puis à un simple ruissellement. Finalement, même ce ruissellement s'arrêta complètement, laissant les bassins à sec, tapissés d'une croûte blanchâtre de dépôts minéraux. Les sources en altitude qui alimentaient ces fontaines, elles-mêmes nourries par les précipitations et le ruissellement, s'asséchaient faute de pluie. Les conduits souterrains, si soigneusement construits et entretenus, ne transportaient plus que de l'air chaud. Les citernes, ces réservoirs qui stockaient l'eau de pluie, se vidaient rapidement. Les habitants y puisaient pour compenser la défaillance des autres sources, mais sans nouvelle pluie pour les remplir, elles aussi montraient bientôt leur fond craquelé. Qu'auriez-vous fait face à de telles circonstances? Même les rivières, habituellement fiables malgré leur pollution, devenaient problématiques. Les niveaux baissaient de manière spectaculaire, exposant des berges boueuses que personne n'avait vues depuis des décennies. Le débit réduit signifiait moins de dilution des contaminants habituels. Les déchets humains, les résidus industriels, les détritus organiques s'accumulaient et stagnaient dans des pools peu profonds. L'eau qui restait prenait une teinte brune ou verdâtre, dégageait des odeurs fétides qui repoussaient même les plus désespérés. Les autorités municipales, conscientes du danger, tentaient de contrôler l'accès, d'orienter les habitants vers les sources moins contaminées. Mais où trouver ces sources quand tout s'asséchait simultanément? C'est dans ce contexte que l'une des professions les plus humbles de la société médiévale devint soudainement cruciale, celle des porteurs d'eau. Ces travailleurs, issus des couches les plus pauvres mais dotés d'une force physique considérable, gagnaient ordinairement leur vie en transportant l'eau depuis les rivières, les puits publics ou les sources jusqu'aux domiciles et aux commerces. Leur équipement était simple mais efficace. 2 seaux, un harnais ou une sangle pour les porter, parfois un cerceau de bois pour maintenir les seaux écartés et équilibrer le poids, et une licence municipale autorisant l'exercice du métier. Dans les grandes villes, certains utilisaient des ânes ou même des chameaux dans les régions méditerranéennes pour transporter des volumes plus importants. Mais l'essence du métier restait le transport manuel, pénible, répétitif, de lourdes charges liquides à travers les rues pavées et les escaliers. En temps normal, les porteurs d'eau fournissaient un service de commodité particulièrement apprécié par les personnes âgées, les malades, les familles nombreuses ou les établissements commerciaux comme les bains publics et les auberges. Ils connaissaient la topographie hydrique de leur ville mieux que quiconque. Quel puits offrait l'eau la plus claire? Quelles sources restaient fraîches même en été? Quels quartiers risquaient de voir leurs approvisionnements faiblir en premier? Cette connaissance intime constituait leur véritable capital professionnel. Or, durant la sécheresse de 1304 à 1307, ces porteurs d'eau devinrent littéralement indispensables à la survie urbaine. Alors que les puits privés s'asséchaient, que les fontaines publiques cessaient de couler,
Les habitants dépendaient de plus en plus de ces travailleurs pour localiser les dernières sources disponibles et leur en rapporter de précieux seaux. Les porteurs devaient parcourir des distances croissantes, parfois sortir des murailles de la ville pour atteindre des puits ruraux encore productifs ou des ruisseaux de collines qui conservaient un filet d'eau. Les journées s'allongeaient, le travail s'intensifiait, et bien que la demande fût désespérée, le prix de chaque seau grimpait en flèche. Pour les porteurs eux-mêmes, le paradoxe était cruel. Leur métier n'avait jamais été aussi essentiel ni aussi épuisant, mais l'eau qu'ils transportaient était parfois à peine suffisante pour couvrir leurs propres besoins vitaux après avoir satisfait leurs clients payants. Cette situation révélait et exacerbait les hiérarchies sociales profondément ancrées dans les villes médiévales. L'organisation spatiale des cités reflétait et renforçait les inégalités. Les citoyens fortunés, marchands prospères, membres des guildes puissantes, notables municipaux, résidaient généralement près du centre-ville, à proximité des places principales et des fontaines publiques monumentales. Leurs demeures en pierre, souvent à plusieurs étages, occupaient les emplacements les plus prestigieux et les mieux desservis par les infrastructures urbaines. Certains avaient même investi dans la construction de puits privés dans leurs cours ou leurs caves, garantissant un accès direct et contrôlé à l'eau souterraine. À l'opposé du spectre social, les habitants pauvres, journaliers, artisans modestes, immigrés récents, vivaient dans les quartiers périphériques, souvent au-delà des murailles ou dans des zones moins développées. Leurs habitations, simples structures de bois et de torchis, s'entassaient dans des ruelles étroites, loin des principales sources d'approvisionnement. Ces populations dépendaient presque entièrement des fontaines publiques pour leur eau quotidienne. Imaginez leur détresse lorsque ces fontaines, déjà éloignées de leur logis, cessèrent de fonctionner. Durant la sécheresse, ces disparités s'amplifiaient dramatiquement. Les riches, grâce à leurs puits privés creusés plus profondément, maintenaient un accès relatif à l'eau plus longtemps que les pauvres. Ils pouvaient également se permettre de payer les tarifs exorbitants exigés par les porteurs d'eau pour des livraisons quotidiennes. Les maisons en pierre offraient des espaces de stockage, caves fraîches, citernes privées, ou accumuler des réserves durant les brèves périodes où l'eau redevenait disponible. En contraste, les structures de bois des quartiers pauvres ne disposaient ni de caves, ni de citernes, ni de capacité de stockage significative. Chaque jour apportait une nouvelle quête anxieuse pour les quelques litres nécessaires à la survie. Les files d'attente aux rares points d'eau encore actifs s'allongeaient dès l'aube, provoquant des tensions, des disputes, parfois des altercations violentes. Qui avait la priorité? Les résidents locaux ou les étrangers du quartier voisin dont les propres puits avaient tari? Les familles avec enfants ou les vieillards solitaires? Les artisans qui avaient besoin d'eau pour leur commerce ou les ménages pour leur consommation domestique? Les autorités municipales tentaient de maintenir l'ordre et l'équité, mais leurs ressources s'épuisaient aussi rapidement que les puits. Les conseils de ville, dominés par les oligarchies de marchands aisés membres des guildes, prenaient des décisions qui souvent privilégiaient, consciemment ou non, leurs propres intérêts. Les investissements publics se concentraient sur la préservation des systèmes centraux, ceux qui servaient les quartiers riches, au détriment des zones périphériques. Cette répartition inégale générait un ressentiment croissant parmi les artisans et les classes laborieuses. Dans certaines villes, des protestations éclatèrent, des groupes d'habitants exigeant un accès plus équitable ou la réquisition de puits privés pour usage public. Le tissu social, déjà tendu par les difficultés économiques et les maladies endémiques de l'époque, menaçait de se déchirer sous la pression de la soif collective. Face à cette crise qui s'aggravait jour après jour, comment les habitants médiévaux organisaient-ils leur survie quotidienne?
Quelles stratégies déployaient-ils pour maximiser chaque goutte précieuse et protéger leur santé dans un environnement de plus en plus hostile? Explorons maintenant les adaptations concrètes qui permirent à beaucoup de traverser ces années terribles. Les habitantes du Moyen Âge n'étaient pas des naïfs en matière de qualité de l'eau. Contrairement à une idée reçue tenace selon laquelle ils buvaient principalement de l'alcool parce qu'ils ignoraient que l'eau était souvent contaminée, les preuves historiques montrent qu'ils possédaient une compréhension pratique solide de ce qui rendait l'eau saine ou dangereuse. Leur méthode d'évaluation reposait sur l'analyse sensorielle. La clarté visuelle, l'odeur, le goût et même le mouvement de l'eau. Une eau limpide, sans odeur désagréable, au goût neutre et provenant d'une source qui coulait activement, était considérée comme sûre. À l'inverse, ils évitaient instinctivement les eaux troubles, boueuses, malodorantes ou stagnantes dans des marécages. Cette sagesse empirique, transmise de génération en génération, n'avait certes pas la précision microbiologique dont nous disposons aujourd'hui, mais elle prévenait néanmoins de nombreux dangers. L'eau courante était jugée plus sûre que l'eau stagnante, car le mouvement empêchait l'accumulation excessive de contaminants et d'organismes pathogènes. Durant la sécheresse, cependant, ces critères de sélection devenaient difficiles à appliquer. Lorsque toutes les sources disponibles montraient des signes de contamination, couleur suspecte, odeur déplaisante, aspect boueux, les gens se trouvaient confrontés à des choix impossibles: boire de l'eau douteuse ou souffrir de déshydratation. Nombreux furent ceux qui durent se résigner à consommer une eau qu'ils auraient normalement rejetée, acceptant le risque de maladies digestives comme prix de la survie immédiate. Les chroniques médicales de l'époque mentionnent des épidémies de diarrhée et d'autres affections intestinales, particulièrement dans les quartiers les plus pauvres où l'accès aux sources les moins contaminées était le plus limité. Pour réduire leur dépendance à l'eau pure, les gens se tournaient vers d'autres boissons. La bière légère et la cervoise, des boissons fermentées à très faible teneur en alcool, bien inférieure à celle des bières modernes, constituaient une alternative nutritive. Le processus de brassage, qui impliquait de faire bouillir le mou, tuait certains pathogènes présents dans l'eau de départ, rendant la boisson finale plus sûre que l'eau brute. De plus, ces breuvages apportaient des calories substantielles sous forme de glucides issus des grains, fonctionnant comme de véritables boissons énergétiques pour les travailleurs manuels. Les nobles et les classes aisées buvaient du vin, dont la production méditerranéenne prospérait malgré la sécheresse dans certaines régions viticoles habituées aux étés secs. Les classes modestes avaient accès à des cidres, des hydromels dilués ou des jus de fruits fermentés. Cependant, même la production de ces alternatives nécessitait de l'eau pour laver les récipients, diluer les concentrés, nettoyer les équipements de brassage. La sécheresse affectait donc également la disponibilité de ces substituts. La conservation et le rationnement devinrent des obsessions quotidiennes. L'eau destinée à la cuisson des aliments était utilisée avec une parcimonie extrême. Les soupes et les bouillies, plats courants de l'alimentation médiévale, utilisaient un minimum de liquide pour ramollir les céréales et les légumes. Après la cuisson, cette eau, enrichie des nutriments et des saveurs des ingrédients, était parfois conservée pour être consommée comme bouillon ou réutilisée pour un second cycle de cuisson avec des restes. L'eau de lavage des légumes servait ensuite à nettoyer les sols ou à arroser les quelques plantes en pot que certains tentaient de maintenir en vie. Le lavage des vêtements, déjà peu fréquent en temps normal en raison de l'effort requis, devint encore plus rare. Les familles portaient les mêmes tuniques et chemises pendant des semaines,
acceptant la saleté et les odeurs comme un moindre mal comparé au gaspillage de l'eau précieuse. Le bain personnel, pratique limitée même durant les périodes d'abondance, fut réduit à sa plus simple expression. En ce qui concerne l'hygiène corporelle, les recommandations médicales de l'époque présentaient d'ailleurs une contradiction intéressante. Certains traités conseillaient que le printemps et l'hiver étaient les saisons appropriées pour les bains, tandis que l'été devait être évité autant que possible. Cette prudence s'expliquait par la théorie des humeurs. Les médecins craignaient que l'eau froide sur un corps surchauffé par la bile jaune estivale ne provoque un déséquilibre dangereux. Pourtant, la réalité pratique contredisait souvent ces prescriptions savantes. Pour les paysans et les travailleurs, l'été était précisément la saison où ils se baignaient dans les rivières et les étangs, profitant de l'eau non gelée et cherchant à se rafraîchir après des journées de labeur sous le soleil. Cette pratique populaire offrait un soulagement vital contre la chaleur, même si l'eau des rivières était loin d'être propre selon nos standards. Durant la sécheresse, même ces bains rudimentaires devenaient problématiques lorsque les cours d'eau se réduisaient à des flaques stagnantes et malodorantes. Les gens se rabattaient alors sur des ablutions minimales. Passer un linge humide sur les mains, le visage, les aisselles et les parties génitales quelques fois par semaine, voire quotidiennement si l'eau le permettait. Chaque matin, le rituel du lavage des mains et du visage se maintenait autant que possible, vestige de normalité dans un quotidien bouleversé. L'organisation du travail s'adaptait également aux contraintes de la chaleur extrême. Dans les campagnes, les tâches agricoles commençaient à l'aube, dès que la première lueur permettait de distinguer les rangs de céréales ou les sillons abîmés. Les paysans profitaient des heures les plus fraîches du matin pour accomplir les travaux les plus exigeants physiquement. Ensuite venait une pause pour le petit déjeuner. Souvent du pain trempé dans de la bière ou du bouillon, accompagné de fromage ou d'oignons. Le travail reprenait jusqu'en milieu de matinée, moment où la tradition accordait une pause pour se rafraîchir, boire un peu, reprendre son souffle. Cette collation de mi-matinée était un droit reconnu des travailleurs, particulièrement durant les mois chauds. Puis arrivait le déjeuner, suivi d'une longue interruption durant les heures les plus torrides de l'après-midi. Beaucoup s'allongeaient à l'ombre des arbres ou des bâtiments agricoles pour une sieste, conservant leur énergie et évitant les risques de coups de chaleur. Le travail reprenait en fin d'après-midi, lorsque le soleil déclinait et que l'air se rafraîchissait légèrement. Une nouvelle pause pour un goûter, puis les dernières heures avant le crépuscule étaient consacrées aux tâches finales. Le souper concluait cette longue journée. Ainsi, bien que la journée de travail estivale s'étendait de l'aube au crépuscule, potentiellement 16 heures, elle était ponctuée de multiples interruptions qui la rendaient supportable. Cette organisation rythmée, transmise à travers les générations, reflétait une adaptation intelligente aux contraintes climatiques méditerranéennes et continentales. Les vêtements jouaient également un rôle crucial dans la protection contre le soleil implacable. Les chapeaux à large bord, portés par les paysans et les voyageurs, offraient une ombre précieuse pour le visage et la nuque. Les parasols, objets plus rares et coûteux, étaient utilisés par ceux qui pouvaient se les offrir. Le lin, fibre textile respirante qui permettait à la transpiration de s'évaporer et rafraîchissait ainsi le corps, était privilégié pour les tuniques et les chemises d'été. Les vêtements amples favorisaient la circulation de l'air autour du corps, créant un microclimat plus tolérable que les habits ajustés. Il est intéressant de noter que l'exposition constante au soleil procurait aux populations médiévales un bronzage naturel qui offrait une protection basale contre les brûlures, bien que limitée. Les chroniques mentionnent rarement les coups de soleil comme problème majeur, probablement parce que les travailleurs extérieurs développaient progressivement une résistance cutanée.
Néanmoins, certains textes médicaux du XIe siècle, comme le traité de Ornatu Mulierum, proposaient des baumes à base de camphre pour apaiser la peau maltraitée par le soleil, une forme primitive de protection solaire. Chercher l'ombre devenait une quête permanente. Les arbres, ces alliés végétaux qui procuraient une fraîcheur relative sous leur feuillage, étaient particulièrement précieux. Les ormes, les chênes, les hêtres plantés le long des chemins ou dans les vergers offraient des refuges durant les déplacements. Dans les villes, les arcades des marchés, les porches des églises, les passages couverts entre les bâtiments servaient de havre contre le soleil vertical. Lorsque c'était possible, les gens se baignaient dans les ruisseaux et les rivières restantes, profitant de quelques instants de fraîcheur liquide malgré la piètre qualité de l'eau. Ces baignades n'étaient pas tant une question d'hygiène que de survie thermique, un moyen de faire baisser la température corporelle dangereusement élevée après des heures sous le soleil. Mais la chaleur ne menaçait pas seulement les personnes. Elle mettait en péril les réserves alimentaires dont dépendait la survie durant l'hiver à venir, et elle transformait les villes en poudrières prêtes à s'embraser. Penchons-nous maintenant sur ces dangers jumeaux, la conservation des aliments et le risque omniprésent des incendies. Préserver la nourriture durant les mois chauds représentait un défi considérable pour toute société pré-industrielle, et la sécheresse de 1304 à 1307 aggravait cette difficulté de manière dramatique. Les méthodes de conservation médiévales reposaient sur des principes éprouvés depuis l'Antiquité, adaptés aux théories médicales de l'époque. Selon la doctrine des 4 humeurs qui dominait la pensée médicale médiévale, la détérioration des aliments résultait d'un excès d'humidité froide. La solution consistait donc à contrebalancer ces qualités en introduisant des propriétés chaudes et sèches. Cette conception trouvait son application pratique dans 3 techniques principales: le salage, le fumage et le séchage. Le salage constituait la méthode la plus répandue pour conserver viande et poisson. 2 variantes existaient: le salage à sec et la saumure. Le salage à sec impliquait de frotter généreusement les morceaux de viande avec du sel, puis de les empiler en couches alternées avec encore plus de sel dans des tonneaux ou des jarres. Le sel extrayait l'humidité des tissus, créant un environnement inhospitalier pour les bactéries responsables de la putréfaction. Les poissons, particulièrement les harengs et les morues, qui constituaient des aliments de base dans de nombreuses régions, étaient traités ainsi en grande quantité. La saumure, quant à elle, consistait à immerger les aliments dans une solution d'eau fortement salée. Cette méthode était couramment employée pour les viandes destinées à une conservation de durée moyenne. Ironiquement, durant la sécheresse, même cette technique devenait problématique car elle nécessitait de l'eau en quantité, une ressource précisément manquante. Les familles devaient choisir entre utiliser leur eau limitée pour boire ou pour préserver leurs réserves alimentaires. Le fumage offrait une alternative qui combinait plusieurs mécanismes de préservation. Les morceaux de viande ou de poisson étaient suspendus au-dessus de feu, produisant une fumée dense, généralement alimentée par des bois aromatiques comme le hêtre, le chêne ou des branches de genévrier. La fumée déposait sur la surface des aliments des composés chimiques antimicrobiens, tandis que la chaleur du feu déshydratait progressivement les tissus. Le résultat était une viande séchée, parfumée et considérablement plus durable que la viande fraîche. Les paysans suspendaient souvent le jambon, le lard et les saucisses dans la cheminée de leur foyer, où la fumée quotidienne des feux de cuisine accomplissait lentement le processus de conservation. Dans les régions où l'ensoleillement n'était pas suffisamment intense, des bâtiments spécialisés appelés « still houses » servaient au séchage contrôlé des aliments. Le séchage pur, sans fumée, exploitait la puissance combinée du soleil, du vent et de la chaleur pour éliminer l'humidité.
Les fruits, comme les pommes, les poires, les prunes et les raisins, étaient coupés en tranches et étalés sur des claies en plein soleil ou suspendus à l'air libre. Les champignons, les herbes aromatiques et certains légumes subissaient le même traitement. Dans les climats méditerranéens, le soleil intense de l'été normal suffisait amplement. Durant la sécheresse de 1304 à 1307, les conditions de séchage étaient en réalité idéales. Peut-être le seul aspect positif de cette catastrophe. La chaleur extrême et l'absence d'humidité atmosphérique permettaient un séchage rapide et efficace. Cependant, il fallait surveiller attentivement le processus pour éviter que les aliments ne brûlent ou ne se dessèchent excessivement, devenant durs comme du bois et impossibles à réhydrater pour la consommation. Le miel et le sucre, bien que ce dernier fût rare et coûteux au XIVe siècle, servaient également de conservateurs naturels. Les fruits pouvaient être immergés dans du miel pur, créant un environnement à très haute concentration osmotique où les micro-organismes ne pouvaient survivre. Les fruits cuits avec du sucre produisaient des confitures et des gelées qui, stockés dans des pots scellés, se conservaient pendant des mois. La fermentation et le marinage offraient encore d'autres options. Les choux transformés en choucroute, les concombres et autres légumes conservés dans du vinaigre ou des saumures épicées. Une fois préservés, ces aliments devaient être stockés dans des conditions appropriées. Les caves souterraines représentaient la solution optimale. Creusées sous les maisons ou les granges, elles bénéficiaient de la capacité isolante de la terre qui maintenait une température stable entre 4 et 10 degrés Celsius, même lorsque la surface cuisait sous le soleil estival. Cette fraîcheur constante ralentissait considérablement la détérioration. Les légumes racines comme les navets, les carottes, les panais et les betteraves pouvaient être stockés directement dans ces caves, parfois enfouis dans du sable ou de la terre pour maintenir l'humidité. Le beurre, le fromage et le lait frais y trouvaient aussi refuge. Les greniers, construits avec soin pour contrôler température et humidité, abritaient les réserves de grains. Leurs murs épais en pierre, leurs planchers surélevés pour prévenir l'humidité montant du sol, et leur système de ventilation témoignaient d'une compréhension sophistiquée des principes de conservation. Dans certaines régions, particulièrement dans le monde islamique et dans les zones où l'hiver apportait neige et glace, des technologies de refroidissement remarquables existaient. Les yakchals de Perse, structures coniques impressionnantes en briques de terre crue pouvant atteindre 15 mètres de hauteur ou plus, abritaient des chambres souterraines où la glace et la neige étaient stockées. Durant l'hiver, on récoltait la glace des étangs gelés ou la neige des montagnes, la compactait avec de la paille pour l'isolation et la descendait dans ces chambres profondes. Grâce à l'ingéniosité de leur conception architecturale, murs épais, ventilation contrôlée, orientation optimale, ces yakchals maintenaient la glace gelée pendant des mois, même sous le soleil brûlant de l'été persan. En Espagne, des structures similaires, appelées pozos de nieve, fonctionnaient selon le même principe. Des équipes montaient dans les montagnes durant l'hiver pour collecter la neige, la compacter en blocs denses mélangés avec de la paille et la transporter jusqu'à ces puits de stockage. Cette glace servait non seulement à refroidir les aliments périssables pour les riches, mais aussi à des usages médicaux, car les médecins prescrivaient des boissons glacées pour traiter certaines fièvres. Malgré tous ces efforts, la menace de la famine planait. Les récoltes de 1304 à 1307 furent désastreuses dans de nombreuses régions. Ce qui fut préservé devait durer non seulement jusqu'à la prochaine récolte, mais potentiellement au-delà si la sécheresse persistait. L'anxiété face à l'avenir se lisait sur tous les visages. Et puis, il y avait le feu.
Si la sécheresse menaçait la subsistance, elle transformait également chaque ville et chaque village en pièges mortels potentiels. Les matériaux de construction médiévaux étaient éminemment inflammables. La majorité des habitations, surtout celles des classes modestes, étaient construites en bois ou en torchis, un mélange de boue, de fumier et de paille, appliqué sur une ossature de branches entrelacées. Les toits de chaume, faits de roseaux, de paille de seigle ou d'autres végétaux séchés, couronnaient ces structures dans les zones rurales et dans certains quartiers urbains pauvres. En temps normal, ces matériaux contenaient suffisamment d'humidité pour résister à une ignition facile. Mais, après des mois de sécheresse implacable, chaque poutre, chaque planche, chaque brin de chaume perdait son humidité résiduelle, devenant du bois d'allumage parfait. Une simple étincelle, échappée d'un foyer de cuisine, emportée par le vent depuis une torche, provoquée par la friction d'un outil métallique, suffisait à déclencher une catastrophe. L'organisation urbaine aggravait le danger. Les villes médiévales avaient grandi de manière organique, sans planification centralisée. Les maisons se serraient les unes contre les autres, séparées par des ruelles si étroites qu'on pouvait souvent toucher les murs des deux côtés en tendant les bras. Les étages supérieurs, construits en encorbellement pour gagner de l'espace habitable, surplombaient les rues, se rapprochant encore davantage des bâtiments d'en face. Cette densité créait un environnement où le feu pouvait bondir d'une structure à l'autre avec une rapidité terrifiante. Les vents forts, qui accompagnaient souvent les périodes de sécheresse, transportaient les braises enflammées sur de grandes distances, allumant de nouveaux foyers d'incendie bien au-delà du point d'origine. Le spectacle devait être apocalyptique. Des flammes oranges et rouges dévorant des quartiers entiers, des tourbillons de fumée noire obscurcissant le ciel déjà brûlant, des habitants fuyant avec les quelques possessions qu'ils pouvaient porter, le rugissement du brasier couvrant les cris de terreur. L'incendie de Florence le 10 juin 1304 illustre tragiquement cette vulnérabilité. Plus de 1700 maisons, un nombre stupéfiant représentant une portion substantielle de la ville, furent réduites en cendres. Les chroniques de l'époque rapportent la scène avec un mélange d'horreur et de résignation fataliste, reconnaissant implicitement le lien entre la sécheresse prolongée et la catastrophe. Mais Florence ne fut pas unique. Dans toute l'Europe, les chroniqueurs utilisaient précisément les incendies urbains majeurs comme indicateurs pour dater et documenter les périodes de sécheresse extrême. Quand ils écrivaient « L'année où le grand feu consuma le quartier des Tisserandes » ou « le temps de la grande combustion », ils marquaient en réalité les années de sécheresse dans leur mémoire collective. Combattre ces incendies s'avérait presque impossible. Les méthodes disponibles étaient rudimentaires. Seaux d'eau passés de main en main, formant des chaînes humaines depuis les puits ou les rivières jusqu'au brasier. Tentative désespérée de créer des coupe-feux en démolissant les structures voisines avant que les flammes ne les atteignent. Utilisation de couvertures humides pour étouffer les petits foyers. En temps normal, ces techniques, bien qu'inefficaces selon nos standards modernes, pouvaient parfois contenir un incendie s'il était détecté assez tôt et si suffisamment de volontaires se mobilisaient. Mais durant la sécheresse, même ces maigres moyens s'effondraient. Les puits étaient à sec, les rivières réduites à des flaques. Où trouver l'eau pour remplir les seaux? Les quelques litres disponibles étaient jalousement réservés à la consommation humaine, trop précieux pour être déversés sur des flammes voraces. Sans eau, la communauté ne pouvait que regarder impuissante la destruction se propager, priant pour que le vent change de direction et épargne au moins certains quartiers. La prévention devenait donc l'unique stratégie viable, les autorités municipales promulguant des ordonnances interdisant certaines activités dangereuses. Forge en plein air, cuisson dans des fours extérieurs non surveillés, utilisation de torches non protégées.
Les familles limitaient autant que possible l'usage des flammes ouvertes, privilégiant les aliments ne nécessitant pas de cuisson quand c'était envisageable. La vigilance communautaire s'intensifiait, chacun surveillant les voisins, prêt à alerter au moindre signe de fumée suspecte. Mais malgré toutes ces précautions, le risque demeurait omniprésent, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de chaque toit de chaume. Pour ceux qui en avaient les moyens, l'architecture offrait certaines protections contre la chaleur écrasante, sinon contre le feu. Les maisons en pierre, avec leurs murs épais parfois d'1 mètre ou plus, bénéficiaient d'une masse thermique considérable. Durant la journée, ces murs absorbaient lentement la chaleur externe sans la transmettre immédiatement à l'intérieur. La nuit, lorsque les températures extérieures baissaient enfin quelque peu, cette même masse thermique libérait progressivement sa chaleur accumulée, maintenant une température intérieure relativement stable et plus fraîche que l'extérieur durant les heures les plus chaudes. Les petites fenêtres, caractéristiques de l'architecture médiévale et souvent perçues aujourd'hui comme signe de primitivisme, servaient en réalité un double objectif. Elles préservaient l'intégrité structurelle des murs en limitant les ouvertures, et elles contrôlaient les transferts thermiques en minimisant l'entrée de la chaleur externe. Les cours intérieures, conçus avec des proportions soigneusement calculées, créaient des microclimats remarquablement plus frais. Les architectes médiévaux savaient qu'une cour trop large devenait simplement une extension de l'extérieur brûlant, tandis qu'une cour trop étroite emprisonnait l'air chaud sans permettre la circulation. La dimension optimale, en relation avec la hauteur des murs l'entourant, produisait un espace où l'ombre dominait durant une grande partie de la journée et où les brises pouvaient circuler, abaissant la température de plusieurs degrés précieux. Les bâtiments situés près de rivières ou de lacs profitaient d'un effet de refroidissement supplémentaire, la masse d'eau modérant les températures environnantes. Certaines demeures possédaient des chambres fraîches, des pièces spécifiquement orientées au nord, avec des murs extra épais, destinés au sommeil durant les nuits d'été et au stockage des denrées périssables. Les fontaines et les bassins ornementaux, présents dans les cours des riches, ne servaient pas qu'à l'esthétique. L'évaporation de l'eau rafraîchissait l'air ambiant. Évidemment, durant la sécheresse, ces luxes disparaissaient rapidement, les bassins se vidant et les fontaines cessant de couler. Les arbres plantés stratégiquement, un tilleul ombageant la façade sud, un noyer dans la cour arrière, une treille de vigne grimpant sur une pergola, procuraient une ombre dense et vivante. Leur feuillage transpirait également, libérant de l'humidité dans l'air et créant un îlot de fraîcheur relative. Mais ces plantes elles-mêmes souffraient terriblement du manque d'eau, leurs feuilles s'affaissant, brunissant, tombant prématurément. Pourtant, tous ces aménagements architecturaux demeuraient le privilège d'une minorité fortunée. L'immense majorité de la population, artisans, journaliers, paysans, vivait dans des structures de bois simples, sans cour intérieure, sans chambre fraîche, sans fontaine. Ils cherchaient refuge dans les espaces publics, sous les porches des églises offrant une ombre bénie, dans les arcades des marchés, le long des murs extérieurs épais des monastères et des fortifications qui conservaient encore un peu de fraîcheur côté ombre. Les rivières et les étangs survivants, malgré leur pollution dégoûtante, attiraient ceux qui ne pouvaient supporter la chaleur. Hommes, femmes, enfants, s'immergeant brièvement pour abaisser leur température corporelle dangereusement élevée, acceptant le risque de maladie comme prix du soulagement immédiat. L'inégalité dans l'accès au confort thermique reflétait et renforçait les hiérarchies sociales profondes de la société médiévale. Les champs et les fermes souffraient tout autant
sinon plus, que les villes. Explorons maintenant comment la campagne affrontait sa propre bataille contre la sécheresse. Une bataille dont l'issue déterminerait la survie de tous, urbains comme ruraux, durant les années à venir. L'agriculture médiévale dépendait fondamentalement des précipitations naturelles. Contrairement à certaines civilisations antiques ou contemporaines qui avaient développé des systèmes d'irrigation sophistiqués, pensons aux canaux de Mésopotamie ou aux khanats persans, la majorité de l'Europe cultivait en comptant sur les pluies saisonnières pour nourrir les cultures. Certes, certaines régions avaient élaboré des techniques d'utilisation intelligente de l'eau disponible. En Angleterre, les water meadows détournaient temporairement les rivières pour inonder contrôlablement les prairies durant l'hiver et le début du printemps, enrichissant le sol et accélérant la croissance de l'herbe pour le bétail. En Espagne, les systèmes d'acequias, réseau de canaux villageois hérités en partie des ingénieurs morts, distribuaient l'eau selon un système de rotation temporelle strict, chaque agriculteur recevant son tour pour irriguer durant des créneaux horaires précis. Mais même ces systèmes dépendaient ultimement des sources et des ruissellements montagnards, alimentés par les pluies et la fonte des neiges. Quand ces sources tarissaient, quand les montagnes restaient sèches, les acequias ne transportaient que du sable et des cailloux. Les cultures se desséchaient dans les champs. Le blé, l'orge, le seigle, ces céréales qui formaient la base alimentaire, jaunissaient prématurément, leurs épis se remplissant mal de grains rachitiques. Les légumes dans les potagers familiaux, choux, poireaux, fèves, pois, flétrissaient malgré les efforts désespérés d'arrosage avec les maigres réserves d'eau disponibles. Choisir entre boire soi-même ou verser l'eau sur un rang de choux constituait un dilemme déchirant. Souvent, les plantes étaient sacrifiées pour préserver la vie humaine. Les arbres fruitiers, normalement robustes, laissaient tomber leurs fruits immatures, incapables de maintenir leur développement sans humidité suffisante. Les oliviers et les vignes de la Méditerranée, pourtant adaptés aux étés secs par des siècles de sélection naturelle et culturelle, résistaient mieux, mais même eux produisaient des récoltes diminuées. Face à cette catastrophe, les agriculteurs déployaient les stratégies adaptatives transmises par leurs ancêtres. La diversification des cultures offrait une première ligne de défense. Si le blé échouait, peut-être le millet, plus tolérant à la sécheresse, survivrait-il. Si les pois grillaient, les lentilles, avec leurs racines plus profondes, pourraient trouver l'humidité résiduelle dans le sous-sol. Les olives et les vignes, cultures pérennes déjà bien établies, puisaient dans des réserves souterraines inaccessibles aux cultures annuelles. Cette logique de ne pas miser toutes ses ressources sur une seule plante atténuait quelque peu le désastre, mais ne l'annulait pas. La gestion du sol prenait une importance accrue. Le paillage. Couvrir le sol autour des plantes avec de la paille, des feuilles mortes, du compost, réduisait l'évaporation directe de l'humidité du sol, gardant les racines légèrement plus fraîches et humides. L'épandage de fumier, pratique habituelle pour fertiliser, avait également l'effet secondaire d'améliorer la structure du sol, augmentant sa capacité à retenir l'eau quand celle-ci était disponible. Les champs étaient alignés et orientés pour gérer au mieux les rares ruissellements, capturant chaque goutte de pluie occasionnelle ou de rosée matinale. Mais durant une sécheresse aussi prolongée que celle de 1304 à 1307, même ces techniques éprouvées montraient leurs limites. Certains agriculteurs prirent la décision difficile de réduire leurs plantations, conservant leurs semences pour les saisons futures plutôt que de les gaspiller dans un sol qui ne pourrait les nourrir. Cet acte de prudence avait néanmoins un coût terrible. Moins de cultures plantées signifiait automatiquement moins de nourriture l'année suivante,
même si les conditions s'amélioraient. C'était parier sur la survie à long terme, au prix de privations immédiates accrues. Le bétail souffrait peut-être encore plus que les cultures. Les animaux domestiques, vaches, cochons, chevaux dans le nord de l'Europe, moutons et chèvres autour de la Méditerranée, nécessitaient des quantités importantes d'eau quotidienne. Une vache laitière peut boire entre 30 et 50 litres par jour en temps normal, davantage encore durant les chaleurs extrêmes. Où trouver de telles quantités quand les abreuvoirs des fermes s'asséchaient? Les pâturages, privés de pluie, ne produisaient qu'une herbe brune et sèche sans valeur nutritive. La production laitière s'effondrait, les vaches affamées et déshydratées ne pouvant maintenir leur lactation. Les recherches historiques suggèrent que l'élevage était encore plus vulnérable aux sécheresses que la production céréalière. Les animaux ne pouvaient pas attendre une meilleure saison. Ils mouraient en quelques jours sans eau. Les familles paysannes devaient prendre des décisions impossibles. Quels animaux garder en vie avec les ressources limitées, quels autres sacrifier? Beaucoup choisissaient l'abattage précoce, tuant et conservant les bêtes avant qu'elles ne meurent de soif ou de faim. Cette viande, séchée, salée, fumée, fournirait de la subsistance durant l'hiver. Mais réduire ainsi les troupeaux hypothéquait l'avenir. Les animaux de trait, bœufs et chevaux qui tiraient les charrues et les charrettes, étaient indispensables au travail agricole. Les perdre signifiait être incapable de labourer correctement les champs les années suivantes. Les vaches laitières fournissaient non seulement du lait, mais aussi des veaux pour renouveler le cheptel. Les truies donnaient des portées de porcelets. Décimer ces populations pour survivre à court terme créait un déficit qui prendrait des années à combler, même après le retour de conditions normales. Dans les campagnes également, les puits devenaient des points de conflit. Les puits communaux, partagés par plusieurs fermes d'un hameau, voyaient leur niveau baisser inexorablement. Qui avait la priorité? Les familles avec le plus d'enfants? Les propriétaires les plus anciens? Ceux dont les animaux valaient le plus cher? Les disputes éclataient, les vieilles rancœurs resurgissaient, la solidarité villageoise se fissurait sous la pression de la nécessité. Certains tentaient de creuser leur puits plus profondément, descendant dans l'obscurité avec des outils manuels, risquant leur vie dans l'espoir de trouver une nappe encore productive. Parfois, ils réussissaient, atteignant une veine d'eau après des jours d'efforts épuisants. Souvent, ils ne trouvaient que de la terre sèche et des roches, leur labeur ayant été vain. La perspective d'une récolte catastrophique engendrait une angoisse collective. Les greniers contenaient les restes des années précédentes, mais ces stocks fondaient rapidement. Si la sécheresse persistait encore une saison, que mangeraient-ils durant le prochain hiver? Comment survivraient-ils au printemps, traditionnellement la période de soudure où les vieilles réserves s'épuisaient, avant que les nouvelles cultures ne soient prêtes? Les marchés urbains, qui dépendaient des surplus agricoles ruraux, voyaient leurs étals se vider. Les prix des grains montaient en flèche, plaçant même le pain quotidien hors de portée des plus pauvres. Cette crise alimentaire naissante préfigurait la terrible grande famine de 1315 à 1321 qui allait suivre quelques années plus tard, une famine causée par des pluies excessives et des étés froids, l'opposé climatique de la sécheresse, mais tout aussi meurtrière. Quand toutes les solutions pratiques échouaient, vers qui les gens se tournaient-ils? Dans une société profondément imprégnée de foi chrétienne, où la frontière entre le naturel et le surnaturel était poreuse, la réponse était évidente: vers Dieu et ses saints. La vision médiévale du monde intégrait le divin dans tous les aspects de l'existence quotidienne. Les catastrophes naturelles,
épidémies, famines, tremblements de terre, sécheresses, n'étaient pas comprises comme de simples phénomènes météorologiques ou géologiques résultant de causes naturelles impersonnelles. Au contraire, elles étaient interprétées comme des messages divins, voire des punitions pour les péchés collectifs de la communauté. Lorsqu'une sécheresse frappait, les prédicateurs montaient en chair pour exhorter leurs fidèles à examiner leur conscience. Quelle transgression avait provoqué la colère céleste? Quels péchés devaient être expiés pour apaiser le Tout-Puissant et obtenir sa miséricorde sous forme de pluie salvatrice? Cette interprétation théologique conduisait logiquement à des réponses spirituelles. L'Église médiévale disposait d'un arsenal de pratiques destinées à obtenir l'intervention divine face aux calamités. 3 moyens principaux étaient mobilisés: les sermons, les processions et les messes votives. Les sermons consistaient en de longues prédications où les prêtres rappelaient les commandements de Dieu, dénonçaient les péchés courants de la paroisse, avarice, luxure, violence, orgueil, et appelaient à un repentir sincère et à l'amendement des comportements. Ces discours enflammés visaient à provoquer une transformation morale de la communauté, espérant ainsi mériter le pardon divin. Les processions offraient une manifestation publique et collective de pénitence. Des foules entières, hommes, femmes, enfants, nobles, artisans, paysans, clercs, se rassemblaient et défilaient dans les rues de la ville ou à travers les champs desséchés, chantant des litanies, récitant des prières, portant des bannières et des croix. Ces cortèges pouvaient durer des heures, serpentant à travers tous les quartiers, s'arrêtant devant les églises et les chapelles pour des prières supplémentaires. L'idée sous-jacente était double: démontrer une humilité collective devant Dieu et impliquer l'ensemble de la communauté dans l'acte de supplication, renforçant ainsi son efficacité supposée. Un élément particulièrement puissant de ces processions consistait à sortir les reliquaires contenant les restes des saints patrons locaux. Cette pratique, déjà ancienne au XIIIe siècle, reposait sur la croyance que les saints, en tant qu'intercesseurs privilégiés auprès de Dieu, pouvaient plaider la cause des vivants. Les ossements, les vêtements ou autres objets ayant appartenu aux saints étaient conservés dans de précieux reliquaires d'or, d'argent et de pierres précieuses. En temps de crise, ces trésors étaient portés en grande cérémonie à travers la ville ou la campagne. Les participants, souvent au nombre de centaines ou de milliers, marchaient pieds nus en signe d'humilité, beaucoup portant des vêtements de pénitence rude. Les chroniques rapportent que ces processions passaient devant les fontaines taries, les puits asséchés, les champs desséchés, confrontant visuellement les reliques saintes aux manifestations physiques de la catastrophe, comme pour dire « Voyez ce dont nous souffrons, intercédez pour nous ». Durant les périodes agricoles normales, l'Église organisait déjà les rogations, processions célébrées durant les 3 jours précédant l'Ascension. Ces cérémonies visaient à bénir les champs et à solliciter de bonnes récoltes. L'évêque ou le prêtre conduisait les fidèles dans les campagnes environnantes, chantant des prières spécifiques concernant le temps et les moissons. Une prière traditionnelle implorait Dieu d'accorder une pluie convenable à tes fidèles. Les chroniqueurs médiévaux, dans leur foi profonde, affirmaient parfois que la prière pénétra jusqu'à l'oreille du Dieu Tout-Puissant, le ciel s'obscurcit et se couvrit de nuages, témoignant de leur conviction que ces rituels produisaient des effets tangibles. Durant les années de sécheresse extrême, comme celle de 1304 à 1307, les rogations prenaient une intensité particulière et des processions supplémentaires étaient organisées bien au-delà du calendrier liturgique normal. La litanie des saints,
longue invocation énumérant des dizaines de saints et de saintes auxquels on demandait « Priez pour nous », incorporait des pétitions spéciales durant les sécheresses. Une supplication particulière était insérée. Afin que tu daignes accorder une pluie appropriée à tes fidèles, nous te prions, exauce-nous. Cette phrase, répétée en chœur par des centaines de voix, tandis que la procession avançait sous le soleil impitoyable, incarnait l'espoir désespéré d'une intervention surnaturelle. Lorsque les sécheresses se prolongeaient malgré les prières initiales, les communautés intensifiaient leurs efforts spirituels. Des jeûnes collectifs étaient proclamés, privant encore davantage des populations déjà affaiblies par la pénurie alimentaire. L'idée était de démontrer un renoncement total au plaisir terrestre, une soumission complète à la volonté divine. Des veillées de prière nocturnes occupaient les églises, les fidèles restant éveillés toute la nuit à supplier Dieu. Certaines chroniques mentionnent des flagellations publiques, des pénitents se fouettant le dos jusqu'au sang pour expier les péchés collectifs. Le désespoir s'approfondit à mesure que les jours, puis les semaines, puis les mois passaient sans pluie, malgré toutes ces démonstrations de dévotion. Il est crucial de comprendre la fonction psychologique et sociale de ces pratiques religieuses, au-delà de leur efficacité météorologique réelle ou supposée. Face à une catastrophe totalement hors de leur contrôle technologique, les gens avaient besoin d'un moyen d'agir, de sentir qu'ils faisaient quelque chose plutôt que de simplement subir passivement. Les rituels religieux procuraient ce sentiment d'agency, d'action significative. De plus, ils renforçaient la cohésion sociale en des temps où les tensions menaçaient de déchirer le tissu communautaire. Riches et pauvres, puissants et humbles marchaient ensemble dans les processions, priaient côte à côte, partageaient une expérience commune de vulnérabilité devant Dieu. Cette égalité temporaire, bien que limitée au domaine spirituel, apportait un réconfort psychologique. Les rituels structuraient également le temps et donnaient un sens à la souffrance. On n'endurait pas la sécheresse sans raison, mais dans un cadre théologique cohérent où la tribulation pouvait mener à la rédemption. Certains, assurément, trouvaient dans ces pratiques une consolation authentique, une paix intérieure née de la foi que Dieu, dans sa sagesse insondable, permettait cette épreuve pour des raisons justes et finirait par accorder son soulagement. D'autres participaient par conformisme social, par peur du jugement des voisins ou des autorités ecclésiastiques, sans conviction intérieure particulière. Et quelques-uns, peut-être, doutaient secrètement de l'efficacité de ces supplications, tandis que le ciel restait obstinément bleu et vide de nuages prometteurs. Mais exprimer publiquement de tels doutes aurait été périlleux dans une société où l'orthodoxie religieuse était strictement surveillée. Au-delà de la prière, comment la société médiévale s'organisait-elle concrètement face à la crise? Quelles mesures civiques complétaient les réponses spirituelles? Examinons maintenant les tensions sociales et les tentatives de gestion municipale. La contamination de l'eau, problème chronique même en temps normal, atteignait des niveaux critiques durant la sécheresse. Les rivières urbaines étaient depuis longtemps des égouts à ciel ouvert. Les latrines publiques, construites directement au-dessus des cours d'eau par commodité, évacuaient les excréments humains directement dans le courant. Les tanneurs, dont le métier malodorant nécessitait le trempage de peaux d'animaux dans des bains de chaux et d'autres substances chimiques, rejetaient leurs eaux usées chargées de produits toxiques dans les mêmes rivières. Les bouchers y jetaient les entrailles, le sang, les têtes et les sabots des bêtes abattues. Les foulons, qui traitaient les tissus avec de l'urine fermentée et d'autres agents, ajoutaient leur contribution nauséabonde. En temps normal, le débit vigoureux des rivières diluait et emportait une partie de ces contaminants vers l'aval.
Mais durant la sécheresse, avec des niveaux d'eau dramatiquement réduits, la concentration des polluants augmentait dangereusement. Des pools stagnants se formaient le long des berges, dégageant des miasmes putrides. L'eau prenait des teintes verdâtres ou brunâtres, son odeur repoussait même les chiens errants. Les conséquences sanitaires étaient prévisibles et terribles. Les maladies diarrhéiques chroniques, dysenterie, choléra, bien que le terme ne fût pas encore utilisé à l'époque, infections parasitaires, se propageaient particulièrement parmi les populations pauvres qui n'avaient d'autre choix que de puiser leur eau dans ces sources contaminées. Les infections cutanées affligeaient ceux qui se lavaient dans ces eaux ou qui y pataugeaient. La mortalité dans les quartiers situés à proximité des zones les plus polluées dépassait celle des quartiers plus favorisés ayant accès à des puits ou à des sources de meilleure qualité. Les enfants et les personnes âgées, dont les systèmes immunitaires étaient plus fragiles, mouraient en nombre disproportionné. Les autorités municipales n'étaient pas totalement aveugles ou indifférentes à ces problèmes. Dès le 13e siècle, certaines villes avaient promulgué des ordonnances réglementant l'élimination des déchets. Ces régulations tentaient de restreindre les déversements les plus flagrants, d'exiger que les fosses d'aisance soient construites avec des matériaux spécifiques pour prévenir les fuites dans les nappes phréatiques, et de maintenir des distances minimales entre ces fosses et les puits potables. Un exemple notable vient de Bergen, en Norvège, où le roi Eirik Magnusson promulgua en 1284 un décret interdisant de jeter ordures et fumier depuis les quais dans le port. Preuve que le problème était reconnu au plus haut niveau politique. Certaines villes tentaient de relocaliser les métiers les plus polluants, tanneries, abattoirs, ateliers de teinture, vers les périphéries, loin des zones résidentielles denses et en aval des points de prélèvement d'eau potable. Néanmoins, l'application de ces règlements était inégale et souvent inefficace. Les amendes, censées dissuader les contrevenants, n'étaient pas toujours perçues. La corruption permettait aux riches marchands d'échapper aux sanctions. Et même les ordonnances les mieux intentionnées se heurtaient aux réalités pratiques. Dans une ville médiévale dense, où exactement pouvait-on éliminer les déchets organiques quotidiens produits par des milliers de personnes et d'animaux, sinon dans la rivière la plus proche? Les infrastructures alternatives, systèmes d'égouts fermés, fosses d'aisance centralisées et régulièrement vidées, nécessitaient des investissements massifs que peu de cités pouvaient ou voulaient consentir. Durant la sécheresse, certaines municipalités tentèrent des actions curatives en complément des mesures préventives. Des équipes furent organisées pour retirer physiquement les accumulations les plus visibles de déchets des rivières et des canaux. Travail répugnant et dangereux pour la santé des ouvriers impliqués. Mais l'efficacité de ces efforts était limitée. Quand les niveaux d'eau étaient si bas, quand les flux s'étaient réduits à presque rien, aucune quantité de nettoyage manuel ne pouvait restaurer la qualité. Seule la pluie, en faisant de nouveau couler abondamment les rivières, pourrait diluer et emporter les contaminants. Et la pluie ne venait pas. Les hiérarchies sociales, déjà rigides en temps normal, devenaient des gouffres pendant la crise. Les oligarchies de marchands fortunés qui dominaient les conseils municipaux contrôlaient non seulement la richesse économique, mais aussi l'accès aux ressources vitales. Leurs décisions concernant la distribution de l'eau, les investissements dans les infrastructures, les priorités d'approvisionnement, favorisaient naturellement leurs propres intérêts et ceux de leur classe. Les quartiers riches recevaient une attention disproportionnée. Lorsqu'un choix devait être fait entre creuser un nouveau puits public dans un quartier pauvre ou approfondir le puits privé d'un conseiller municipal influent, l'issue était rarement en faveur des démunis. Cette inégalité flagrante engendrait ressentiment et colère parmi les artisans,
les compagnons des guildes mineures et les travailleurs non organisés. Dans plusieurs villes européennes du XIVe siècle, des tensions similaires avaient déjà conduit à des révoltes urbaines où les classes inférieures contestaient la domination des patriciens marchands. La sécheresse, en exacerbant les disparités d'accès à l'eau, ajoutait de l'huile sur ces feux couvants. Des rassemblements protestataires se formaient parfois au point d'eau, des foules exigeant une distribution plus équitable, réclamant la réquisition des puits privés pour usage communautaire, dénonçant l'égoïsme des riches qui accumulaient des réserves tandis que les pauvres mouraient de soif. Les autorités, craignant que ces protestations ne dégénèrent en émeutes ou en pillages, déployaient des gardes armés pour maintenir l'ordre, une présence qui ne faisait qu'accentuer les sentiments d'injustice et d'aliénation. Les relations entre ville et campagne se tendaient également. Les cités dépendaient des campagnes environnantes pour leur approvisionnement alimentaire. Or, les paysans eux-mêmes affrontaient des récoltes catastrophiques et des troupeaux décimés. Les surplus qu'ils vendaient habituellement aux marchés urbains n'existaient plus. Certains agriculteurs décidaient de conserver leur maigre production pour leur propre survie plutôt que de les vendre, même à des prix élevés. Cette rétention aggravait la pénurie urbaine. Inversement, certaines villes tentaient d'utiliser leur pouvoir politique et économique pour réquisitionner les réserves rurales, provoquant l'amertume des communautés paysannes qui se sentaient exploitées et abandonnées. Ces tensions minaient les réseaux commerciaux et sociaux sur lesquels reposait l'économie régionale. La contraction économique qui résultait de la sécheresse créait un cercle vicieux. Moins de récoltes signifiait moins de commerce, donc moins de revenus pour les marchands, donc moins de taxes collectées par les municipalités, donc moins de ressources disponibles pour investir dans les infrastructures ou pour aider les plus démunis. Certains habitants, désespérés, quittaient leur ville ou leur village, migrant vers des régions qu'ils espéraient moins touchées, ajoutant au chaos des mouvements de population réfugiée. Pourtant, au milieu de ces difficultés, certains espaces offraient des îlots de fraîcheur et de beauté, témoins d'une conception du monde où utilité et esthétique se mariaient harmonieusement. Les jardins médiévaux incarnaient cette double fonction d'utilité et de beauté. Loin d'être de simples ornements, ils combinaient production alimentaire, culture d'herbes médicinales et plaisir esthétique dans un espace intégré. Les jardins potagers fournissaient légumes et fruits. Les carrés d'herbes offraient des plantes aromatiques pour la cuisine et des simples pour les remèdes. Les parterres de fleurs, roses, lises, violettes, apportaient couleurs et parfums, transformant le jardin en lieu de contemplation et de repos. Cette vision holistique se reflétait dans la disposition géométrique caractéristique. Alignement ordonné, carrés dédiés à chaque usage, allées droites facilitant l'accès et l'entretien. Les arbres fruitiers occupaient une place particulière. Non seulement ils produisaient pommes, poires, prunes, cerises, mais leur frondaison procurait une ombre dense et bienvenue. Les textes médiévaux décrivent avec délice l'ombre délicieuse et rafraîchissante, abritée sous leurs feuilles, soulignant explicitement cette fonction de refroidissement. Un pommier ou un noyer bien placé pouvait transformer une cour ensoleillée et étouffante en un havre relativement frais où passer les heures les plus chaudes de la journée. Différents types de jardins servaient différentes fonctions sociales. Le herber, jardin clos typique des demeures aisées, combinait pelouses, fleurs et herbes aromatiques dans un espace intime, souvent entouré de murs ou de haies pour la privacy. Les monastères possédaient des green courts, vastes espaces herbeux plantés d'arbres où les chevaux pouvaient paître et où les moines pouvaient déambuler en méditation. Les jardins urbains,
contraintes par l'espace limité, adoptaient des agencements compacts mais soigneusement planifiés. Les célariers privatisaient parfois leur propre jardin au sein du complexe monastique, cultivant des variétés particulières pour la table de l'abbé ou pour des usages médicinaux spécialisés. Durant la sécheresse, ces jardins souffraient terriblement. Les pelouses verdoyantes des herbeurs brunissaient, l'herbe craquant sous les pieds. Les parterres de fleurs se fanaient, leurs pétales tombant prématurément, laissant des tiges desséchées. Les légumes dans les potagers ne parvenaient pas à maturité, leurs feuilles pendantes et jaunies. Même les arbres, avec leur système racinaire profond, montraient des signes de stress. Feuilles s'affaissant durant la journée, tombant prématurément à l'automne. Fruits se desséchant sur les branches. Les jardiniers tentaient désespérément d'arroser leurs plantations avec les maigres réserves disponibles, mais l'eau était trop précieuse, les priorités trop urgentes ailleurs. Un seau d'eau versé sur un rosier représentait un seau de moins pour la cuisine ou la boisson. Beaucoup de jardins furent laissés à leur sort, leurs propriétaires acceptant la perte des plantes ornementales pour concentrer les ressources sur la survie humaine. Cependant, même flétris, les arbres continuaient d'offrir de l'ombre. Un chêne centenaire dont les feuilles pendaient mollement procurait encore une protection contre le soleil direct, bien supérieure à un espace découvert. Les cours ombragés, même dépourvus de leurs fontaines jaillissantes et de leurs pelouses luxuriantes, demeuraient quelques degrés plus fraîches que les rues exposées. Cette fonction de refroidissement des espaces verts urbains, bien comprise intuitivement à l'époque, trouve une confirmation scientifique moderne. Les études contemporaines démontrent que les parcs et jardins abaissent significativement les températures locales dans les villes, un effet particulièrement précieux durant les canicules. L'accès à ces espaces verts était, une fois de plus, inégal. Les riches possédaient leurs jardins privés, leurs cours arborés, leurs clôtures ombrageuses. Les pauvres dépendaient des espaces publics et semi-publics. Les cimetières d'églises plantés d'ifs et de cyprès, les places du marché bordées d'arbres, les jardins monastiques parfois ouverts aux nécessiteux par charité. Durant la canicule, ces lieux devenaient des refuges critiques. Les porches des églises, avec leurs épaisses colonnes de pierre conservant la fraîcheur nocturne bien avant dans la journée, accueillaient les dormeurs cherchant un répit au sommeil, rendu impossible par la chaleur étouffante de leur logis de bois. Les arcades des marchés abritaient ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où se protéger du soleil implacable. Les techniques d'évaporation, bien qu'anciennes, trouvaient leur application durant ces périodes. Envelopper des denrées périssables dans des tissus humides créait un effet de refroidissement à mesure que l'eau s'évaporait, abaissant la température de plusieurs degrés. Technique particulièrement efficace dans les climats méditerranéens où la faible humidité atmosphérique favorisait l'évaporation rapide. Les pots de terre cuite poreuse, placés dans des endroits ombragés et ventilés, fonctionnaient selon le même principe. Mais durant la sécheresse de 1304 à 1307, même ces astuces devenaient problématiques. Comment sacrifier l'eau précieuse pour humidifier des tissus ou remplir des pots quand chaque goutte comptait pour la survie? Le luxe du refroidissement évaporatif était réservé à ceux qui disposaient encore d'un accès suffisant à l'eau, une minorité privilégiée. Finalement, après des années de souffrance, la sécheresse prit fin. Les pluies revinrent, les puits se remplirent à nouveau, les fontaines recommencèrent à chanter. Mais qu'en est-il resté? Quelle leçon peut-on tirer de cette épreuve médiévale, et que nous dit-elle sur notre propre époque? La sécheresse de 1302 à 1307 se termina comme elle avait commencé.
par un changement dans les schémas atmosphériques qui échappaient totalement au contrôle humain. Les systèmes de haute pression qui avaient bloqué les précipitations se dissipèrent ou se déplacèrent. Les pluies revinrent progressivement, d'abord sporadiques et incertaines, puis plus régulières. Les habitants, habitués après des années à scruter désespérément le ciel vide, observèrent avec un mélange d'incrédulité et de soulagement les premiers nuages sombres s'accumuler à l'horizon. Quand les premières gouttes touchèrent enfin la terre craquelée, certains sortirent dans les rues pour sentir la pluie sur leurs visages, levant les mains vers le ciel en action de grâce. Les puits, lentement, commencèrent à se remplir à nouveau. Les niveaux des rivières remontèrent. Les fontaines publiques, ces symboles civiques silencieux durant tant de mois, crachotèrent, toussèrent, puis recommencèrent à couler. La vie, dans sa résilience obstinée, reprenait ses droits. Mais la fin de la sécheresse ne signifiait pas la fin des épreuves. L'Europe bascula rapidement dans l'opposé climatique. La décennie de 1310 apporta une phase humide et froide. Les étés devinrent pluvieux, les températures chutèrent. Les années 1315 à 1320 et virent la grande famine, causée non par le manque mais par l'excès d'eau. Les pluies incessantes noyèrent les champs, empêchant les semailles et pourrissant les récoltes sur pied. La boue envahit les chemins, paralysant le commerce. Les populations, déjà fragilisées par la décennie précédente de sécheresse et de difficultés, manquaient de résilience pour affronter cette nouvelle catastrophe. Les estimations modernes suggèrent que 5 à 10% de la population européenne mourut durant cette famine, un bilan humain effroyable. Ainsi, la sécheresse de 1304 à 1307 apparaît en rétrospective comme le prélude d'une période prolongée d'instabilité climatique qui remodela profondément la société du XIVe siècle. Les impacts à long terme furent substantiels. Les populations réduites par les famines successives, puis décimées par la peste noire à partir de 1348, transformèrent l'équilibre démographique et économique de l'Europe. Les structures sociales furent ébranlées. Les pénuries de main-d'œuvre donnèrent aux travailleurs survivants un pouvoir de négociation inédit, accélérant le déclin du servage et modifiant les relations féodales. Sur le plan des infrastructures, certaines villes tirèrent des leçons de la crise hydrique, investissant davantage dans des systèmes d'approvisionnement plus robustes, diversifiant leurs sources, construisant des réservoirs de secours. D'autres, épuisés financièrement et démographiquement, déclinèrent et ne retrouvèrent jamais leur prospérité antérieure. La résilience médiévale face à cette épreuve mérite notre admiration. Avec des moyens technologiques limités, sans compréhension scientifique des causes météorologiques, sans communication rapide permettant d'obtenir de l'aide de régions lointaines, les communautés médiévales mobilisèrent néanmoins leurs ressources collectives. Les systèmes d'approvisionnement en eau qu'elles avaient construits témoignaient d'une ingénierie sophistiquée adaptée aux contraintes locales. Leur stratégie de conservation et d'adaptation montraient une connaissance empirique fine de leur environnement. Leur solidarité communautaire, bien qu'imparfaite et traversée de tensions, permit à beaucoup de traverser la crise. Et leur foi religieuse, quelles que soient nos perspectives modernes sur son efficacité pratique, fournissait un cadre de sens et d'espoir sans lequel le désespoir aurait pu être total. Regardant en arrière depuis notre perspective moderne, que pouvons-nous apprendre de cette crise médiévale? Les parallèles avec notre propre époque sont frappants et inconfortables. Au XXIe siècle, nous affrontons nos propres défis hydriques exacerbés par le changement climatique anthropique. Les sécheresses frappent régulièrement diverses régions du globe avec une intensité croissante. L'été 2018 en Europe,
Mentionné précédemment comme présentant des similitudes météorologiques avec la sécheresse de 1304 à 1307, a rappelé que même nos sociétés technologiquement avancées restent vulnérables. Les nappes phréatiques s'épuisent sous la pression du pompage excessif. Les rivières s'assèchent, menaçant à la fois l'approvisionnement en eau potable et la production hydroélectrique. Les conflits pour l'accès à l'eau s'intensifient, entre régions, entre pays, entre secteurs économiques. Les inégalités que nous avons observées dans la société médiévale persistent aujourd'hui, bien que sous des formes différentes. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'eau potable dépend toujours du statut socio-économique. Les quartiers riches bénéficient d'infrastructures fiables, tandis que les bidonvilles manquent de systèmes d'approvisionnement basiques. Durant les sécheresses modernes, ceux qui peuvent se permettre d'acheter de l'eau embouteillée ou de creuser des puits privés profonds survivent relativement confortablement, tandis que les pauvres souffrent de rationnements sévères, de coupures prolongées et de prix prohibitifs. L'eau, comme au Moyen Âge, demeure un révélateur impitoyable des hiérarchies sociales. Notre réponse à ces défis peut s'inspirer à la fois des succès et des échecs médiévaux. L'investissement dans des infrastructures robustes et diversifiées, multiples sources, capacités de stockage substantielles, systèmes de distribution résilients, s'avère aussi crucial aujourd'hui qu'au XIVe siècle. La gestion équitable et l'accès universel à cette ressource vitale ne sont pas seulement des impératifs moraux, mais aussi des nécessités pratiques pour la stabilité sociale. Les tensions et les conflits engendrés par l'inégalité d'accès à l'eau peuvent déstabiliser des communautés entières, comme ils l'ont fait dans les villes médiévales. La solidarité communautaire, l'organisation collective pour partager les ressources et protéger les plus vulnérables demeurent essentielles. Nous disposons aujourd'hui d'avantages dont les médiévaux ne pouvaient que rêver. Compréhension scientifique du climat, technologie de purification de l'eau, capacité de communication instantanée pour coordonner l'aide, système de prévision météorologique pour anticiper les crises. Mais ces outils ne garantissent pas automatiquement de meilleurs résultats si nous manquons de volonté politique pour les déployer équitablement, si nous négligeons d'investir dans les infrastructures nécessaires, si nous permettons que l'inégalité d'accès persiste et s'aggrave. L'histoire médiévale nous rappelle que face aux catastrophes naturelles, les choix sociaux et politiques déterminent largement qui survit et qui souffre, qui prospère et qui périt. La crise de 1304 à 1307 nous enseigne également l'importance de la préparation et de la résilience systémique. Les villes qui avaient investi dans des systèmes hydrauliques sophistiqués, qui disposaient de multiples sources et de capacités de stockage, traversèrent la sécheresse moins difficilement que celles qui dépendaient d'une seule source vulnérable. De même, aujourd'hui, les communautés qui diversifient leur approvisionnement en eau, qui investissent dans la conservation et l'efficacité, qui planifient pour les scénarios de pénurie, seront mieux équipées pour affronter les sécheresses futures que le changement climatique rendra probablement plus fréquentes et plus sévères. Enfin, cette histoire nous rappelle notre vulnérabilité fondamentale face aux forces naturelles. Malgré toute notre technologie, nos gratte-ciels, nos réseaux numériques, notre civilisation repose toujours sur des fondamentaux biologiques inchangés depuis des millénaires. Nous avons besoin d'eau, de nourriture, de températures supportables. Quand ces fondamentaux sont menacés, les structures sociales complexes que nous avons construites se révèlent fragiles. Les médiévaux, avec leur compréhension limitée mais leur expérience pratique de ces réalités, nous offrent un miroir dans lequel contempler notre propre condition. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration d'une crise médiévale lointaine, mais étrangement résonante avec notre époque. Si vous avez apprécié cette plongée dans les stratégies de survie face à une canicule et une sécheresse extrême, si ces récits de puits asséchés, de porteurs d'eau épuisés, de processions désespérées
et de résilience humaine vous ont touché ou instruit, je serais ravi que vous donniez un like à cette vidéo. Partager ce contenu avec d'autres passionnés d'histoire aide à diffuser ces leçons du passé qui demeurent pertinentes pour notre présent et notre avenir. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres explorations de l'histoire médiévale sous des angles inattendus. Car le Moyen Âge, loin d'être une période obscure et primitive, regorge d'ingéniosité, de complexité et d'enseignements précieux pour notre monde moderne. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions ou vos propres observations dans les commentaires ci-dessous. Quelle connexion voyez-vous entre cette crise médiévale et les défis contemporains? Quels aspects de la vie médiévale durant cette sécheresse vous ont le plus surpris? Je lis tous vos commentaires et j'apprécie profondément l'échange d'idées qu'ils suscitent. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans les méandres fascinants de notre passé collectif.